7h42, il y a donc 2 jours déjà, l'Union européenne se voyait donc officiellement remettre son fameux prix Nobel de la paix à Oslo. Nous voulons que l'Europe redevienne un symbole d'espoir, y a déclaré Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen. Vaste programme, d'autant que ce prix Nobel de la paix n'a pas manqué de susciter critiques, ironie et sarcasme au vu tout de même de la situation du continent. Ce sera d'ailleurs l'objet du sommet européen qui s'ouvre demain à Bruxelles. Oh, on n'ose plus dire si c'est le sommet de la dernière chance. Eh bien, enfin, les chefs d'État et de gouvernement devraient franchir une nouvelle étape vers plus de fédéralisme. Ou pas, voilà, d'autant que c'est la zone euro et non pas l'Union dans son ensemble qui devrait en être le cadre. Et puis il y a toujours un grand écart entre les déclarations d'intention, les bonnes les intentions de nos dirigeants, et puis les négociations effectives au petit pied. Difficile de savoir ce que l'on peut espérer de ce sommet. Restons prudents avec vous. Jean Pisani-Ferry, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du think tank européen Bruegel, professeur associé à l'université Paris-Dauphine. Vous étiez venu nous voir au matin, entre autres, pour nous parler de la crise de l'euro ou comment nous en sortir. Je voudrais vous citer l'article, très bon article des Échos en page débat aujourd'hui, qui au fond représente la rédaction et qui rappelle qu'il y a quelques semaines, Mario Monti faisait un bilan de son année passée à la table des chefs d'État en disant « Je trouve qu'on a trop de discussions techniques sur la crise financière et qu'on ne parle pas assez de politique ». Alors si même Mario Monti, il professeur, et dit qu'on n'a pas assez parlé de politique, est-ce que vous pensez que enfin demain à Bruxelles, on va parler de politique et pas seulement d'économie, ou en tout cas qu'on va mettre un P majuscule à ces débats avec la politique? Je ne suis pas sûr. Ça commence mal, c'est d'accord. Non, c'est vrai que les chefs d'État sont mis à faire le travail des ministres des Finances quand ce n'est pas le travail du directeur du Trésor, ce qui n'est pas la meilleure manière de faire. Mais bon, là, on est sur des débats extraordinairement techniques, puisqu'on est sur le sujet. Le dossier brûlant. Le dossier brûlant, c'est ce qu'on appelle l'union bancaire. Voilà. Donc, c'est un dossier ultra technique. Sur la table. Bon, et tout de même, il faut conclure. Les ministres des Finances n'y arrivent pas, puisqu'ils se sont réunis plusieurs fois, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, je pense que ça va être, encore une fois, repris par les chefs d'État, ou alors les ministres des Finances vont se voir encore une fois. Bon, de quoi il s'agit? Oui, vous nous dites, attendez, on a le temps au matin. Sur quoi, par exemple, les pays ne sont pas d'accord, les pays européens ne sont pas d'accord? Qu'est-ce qui continue de grincer, de coincer? Alors, attendez, d'abord, je voudrais expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit quand même d'une bonne idée, qui est que à l'été dernier, en juin dernier, pour la première fois, les chefs d'État ont dit le problème, c'est pas simplement qu'on n'a pas appliqué les règles, que tel pays a triché, que tel pays n'a pas réduit son déficit, etc. Le problème, c'est que l'union économique et monétaire telle qu'on l'a conçue était mal conçue, était incomplète. Et notamment, elle n'était pas construite sur une base financière intégrée. Ce qui fait qu'un pays comme l'Espagne a vu l'État être mis en cause à cause de la situation des banques. Que l'Irlande a connu la même chose. Qu'à l'inverse, quand l'État grec est allé mal, ce sont les banques grecques qui sont allées mal. Donc il y a ce cercle vicieux entre les banques et les États qui est un facteur de fragilité énorme. Il faut voir qu'encore aujourd'hui, la zone euro, du point de vue financier, est coupée en deux. C'est-à-dire que le capital ne circule quasiment plus entre le nord et le sud. Donc les entreprises empruntent à des taux d'intérêt très différents parce que simplement, elles n'ont pas le même accès au financement. Et donc ça, on ne peut pas rester comme ça. C'est-à-dire que c'est une situation comme de ce type qui se maintient. C'est une situation de fragmentation et à la fin, c'est l'éclatement. Bon. Donc en juin, ils ont affirmé que ce problème, il fallait le résoudre et que pour ça, il fallait transférer au niveau de la zone euro le contrôle des banques et le traitement des crises bancaires. Enfin, ils ont dit le contrôle des banques et implicitement, ça voulait dire aussi le traitement des crises bancaires, de manière à couper ce lien entre fragilité des banques et fragilité des États. Pour prendre une autre image, la plus grande banque européenne, la Deutsche Bank, ça fait plus de 100%, ses actifs font plus de 100% du PIB allemand. Si Deutsche Bank est en crise grave, ça a un impact énorme sur les finances publiques allemandes. Et c'est encore plus vrai pour les petits pays. Et leur plus grande banque, c'est toujours plus de 100% du PIB. Aux États-Unis, la plus grande banque, JP Morgan, c'est 20% du PIB américain. Alors qu'elle est à peu près de la même taille que Deutsche Bank. Mais simplement, elle se mesure à un espace qui est beaucoup plus grand. Donc, si on passe au niveau européen le contrôle des banques et le traitement des crises bancaires,
on a une capacité de résister à des chocs qui est plus grande, puisqu'on mutualise en fait le coût des crises. Voilà. Donc c'est ça dont il s'agit. On mutualise les dettes. On mutualise le coût potentiel des crises. On ne mutualise pas les dettes passées. On mutualise les problèmes futurs. C'est ça l'idée. Oui, d'accord. Alors ensuite, il y a tout le débat avec les Espagnols pour savoir comment on traite les problèmes passés. Ouais. Alors ça, c'est le cœur de la discussion. Alors ça pose plusieurs questions. Ce sont des questions sur lesquelles ils sont en train de se disputer. Il y a une question qui est que les Français n'ont que des grandes banques. En fait, le système bancaire français, c'est 5 grandes banques. Et l'Allemagne a plusieurs milliers de banques. Donc l'Allemagne dit, passons sous contrôle européen les grandes banques, et les petites, gardons-les sous contrôle national. Et les Français disent, c'est pas possible, parce qu'ils ne veulent pas que leurs banques soient soumises au contrôle de la BCE ou d'une instance européenne, et que la moitié du système bancaire allemand reste sous le contrôle national de manière non transparente. Voilà. Donc il y a cette dispute franco-allemande qui est probablement la plus difficile. Il y en a une autre, enfin il y en a une série d'autres avec tous les pays qui ne participent pas aujourd'hui à la zone euro, qui disent qu'est-ce qui se passe pour nous. Alors les Anglais disent, si vous vous mettez d'accord entre vous sur les questions de contrôle bancaire, vous avez fabriqué des majorités automatiques sur tous les sujets de réglementation qui nous importent, et donc vous allez ensuite nous imposer vos vues. Les Suédois disent un peu la même chose. Les Polonais disent, nous, on est prêts on a une perspective de rentrer dans l'euro. Nos banques sont essentiellement vos banques à vous, ce sont des banques d'Europe de l'Ouest. Donc on a un intérêt dans cette affaire, mais on veut quand même préserver nos intérêts. Il faut que vous nous assuriez que notre voix est entendue. Donc il y a une série de sujets comme ça qui doivent être réglés. Bon, tout ça n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, ce sera le jour où on dira qui prend la responsabilité de fermer une banque. En cas de crise bancaire, ça veut dire qu'à la fin, il faut fermer les banques, il faut répartir des pertes, il faut dire qui doit payer. Parce qu'on a les actionnaires, les créanciers, les contribuables. Il faut forcer des fusions. Ce sont des décisions extrêmement lourdes, de grande portée politique. Imaginez qu'une banque... Et de qui on mettrait à la tête de ce machin? Alors, il faut distinguer, parce qu'on dit aujourd'hui le contrôle bancaire, ça on va le donner à la Banque Centrale Européenne. Bon, c'est pas une mauvaise idée de rapprocher et de faire que l'instance qui est chargée de fournir de la liquidité aux banques, c'est un peu aussi qu'est-ce qui se passe dans les banques. En revanche, le fait de décider de fermer une banque, c'est pas une décision de banque centrale, c'est une décision politique. Voilà. C'est une décision qui a des implications budgétaires éventuellement très lourdes, parce que il faut rappeler que, par exemple, la crise bancaire en Irlande, ça leur a coûté 40% de leur PIB. Donc, ce sont des décisions extrêmement lourdes qu'on ne peut pas laisser à une banque centrale. Donc, il y a la question de savoir quel type d'autorité on crée pour traiter ce genre de problème. Enfin, donc vous nous dites qu'on n'y arrivera pas. Non, je dis... On a avancé sur un certain nombre de sujets. Bon, il y a les sujets immédiats à traiter. Les sujets de résolution des crises, c'est pas pour tout de suite, ce sera pour après. L'étape aujourd'hui, c'est de faire passer le contrôle bancaire au niveau européen. Alors pourquoi, cela dit, justement, quand on parle de cette union bancaire, pourquoi, du coup, effectivement, on n'en finit pas de dire qu'elle finira par arriver, mais qu'elle prendra toujours plus de temps alors que prévu? Essayer de faire ça, de se mettre d'accord en 6 mois, parce que la décision de principe qui est arrivée un peu par surprise date du mois de juin, et de conclure en fin d'année, ce serait très bien. S'il faut un mois de plus, c'est pas un drame. En revanche, si on passe pas, si on donne l'impression que tout ça, en fait, n'aboutit pas, qu'on se met d'accord sur des faux compromis, qu'on dit que le contrôle est au niveau européen, mais qu'en réalité reste au niveau national, etc., là, on risque de perdre beaucoup en crédibilité. Parce qu'il faut voir que derrière cette question technique, il y a la question vraiment de la survie de l'euro. Alors, quel est là-dedans, dans cette histoire-là, le rôle, le fameux bras de fer franco-allemand ? Est-ce qu'il est décisif ou pas dans la querelle, notamment entre autres sur la question de la supervision ou que des grandes banques et pas les petites banques allemandes, entre guillemets? Il se trouve que sur ce dossier, la France et l'Allemagne se trouvent exactement dans des positions polaires par rapport à la situation de leur système bancaire. C'est pas du franco-allemand traditionnel, c'est simplement qu'ils ont des systèmes bancaires qui sont extraordinairement différents. Donc, s'ils se mettent d'accord, effectivement, tout le monde sera à peu près d'accord ensuite sur la solution, puisque c'est eux dont les positions sont aujourd'hui les plus opposées. Alors, il y a donc demain ce sommet des chefs d'État à Bruxelles, demain et après-demain, sur fond de, paraît-il, un nouveau scandale qui affleure ça et là dans les pages plus ou moins saumonnées de nos quotidiens économiques ou pas.
Et le voici, c'est qu'après le Libor, il y a le scandale de l'Euribor qui s'apprêterait à éclater. Et elle est évidemment toujours dans la banque, comme par hasard. Plusieurs banques se seraient entendues donc pour manipuler les taux interbancaires européens. Et la Commission européenne s'apprête à en faire la révélation. Selon le Figaro d'hier, par exemple, 43 banques auraient agi de concert. Est-ce que, par exemple, la mise en place d'un système de supervision et d'union bancaire éviterait ce type de fraude? Et puis, alors là aussi, est-ce que vous pouvez nous décrypter de quelle nature, de quelle gravité est ce type de fraude appelé à venir le scandale de l'Euribor, Jean Pisani-Ferry? Ce qu'on a appris sur le Libor, donc c'est un taux auquel les banques se prêtent mutuellement. Donc c'est un taux sur lequel on fait, on collecte des statistiques pour savoir quel est son niveau. Et donc les banques déclarent tous les jours. Elles déclarent à quel taux elles se prêtent. Et il y a des gens dans un certain nombre de banques qui ont fait de la collusion pour faire des déclarations manipulées. Et par là, pour pouvoir ensuite prendre des paris, évidemment, sur l'évolution de l'Euribor. Parce que vous êtes plusieurs banques à manipuler vos déclarations et à faire que vous vous retrouvez avec le taux qui est un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus de ce qui était prévu. Vous pouvez prendre ensuite des paris sur l'évolution de ce taux. Parce que le Libor, c'est la base d'énormément de contrats qui sont indexés dessus. Donc vous pouvez gagner énormément d'argent avec des toutes petites variations. Donc c'est un scandale à l'état pur, c'est de la manipulation qui a été découverte. Mais ça dure depuis combien de temps et pourquoi on s'en rend compte que maintenant ? On s'en est rendu compte parce qu'on a découvert qu'il y avait des évolutions qui n'étaient pas tout à fait normales et donc il commençait à y avoir des doutes et puis finalement il y a des gens qui ont parlé. Et voilà. Alors ça s'est mélangé avec une autre chose qui est qu'au moment de la crise financière en 2007-2008, au moment du plus gros de la crise financière, il y avait le fait qu'une banque déclare qu'on lui prêtait un taux un peu plus élevé, ça voulait dire qu'elle était en mauvaise santé. Et donc, il y avait un effet de signal à travers ça de l'état de santé des banques. Et à ce moment-là, la Banque d'Angleterre a été en contact avec les banques pour voir dans quelle situation elles étaient, parce qu'il y avait un risque qu'une banque qui commence à déclarer qu'elle avait du mal à accéder aux prêts, fasse l'objet immédiatement d'un run et d'une crise. Donc il y a eu des contacts. Et ça concerne toutes les banques de tous les pays, ça, ou une fois vous savez, une fois que c'est à Londres et que ça a concerné des banques britanniques, ça a concerné des banques non britanniques qui ont participé, ça a concerné des individus qui étaient. Non, je veux dire, il n'y a pas que les Grecs qui basquent leur compte, quoi. Tout le monde s'y met du nord au sud. C'est ça que j'essaie de comprendre. Oui, dans le domaine bancaire, il y a eu un certain nombre de manipulations et de fraudes. C'est pas d'aujourd'hui. Je veux dire, il faut le contrôle est essentiel. Donc c'est une affaire qui durait depuis longtemps, maintenant qui a été révélée, qui est un très gros scandale. Il y a des gens qui commencent à être mis en prison. Et bon. Mais ça peut avoir une influence, ça, sur justement alors les questions économiques européennes du moment, et notamment aussi ça peut rejaillir sur, je ne sais pas moi, ces questions d'union bancaire qui doit être discutées demain à Bruxelles. Ça rajoute sur la réputation calamiteuse du métier bancaire. Puisque non seulement ça coûte cher, non seulement il y a eu des paris hasardeux, non seulement il y a eu des produits toxiques, mais maintenant on découvre qu'il y a eu de la fraude de bas étage. Et si vous deviez republier votre livre, publié il n'y a pas si longtemps, chez Fayard en 2011, La crise de l'euro, ou comment nous en sortir, vous changeriez le titre, La crise de l'euro, on s'en sortira pas ? Non, je pense pas. Je pense que... d'ailleurs, je suis en train de faire la version anglaise. Donc, c'est quoi le titre sera ? Je ne sais pas encore, ça dépend de l'éditeur. Je pense que de cette manière très, très lente, très chaotique, etc., on a quand même progressé. Et encore une fois, je pense que ce qui s'est passé en juin dernier, c'est important parce qu'on est sorti d'une vision complètement punitive consistant à dire il faut punir ceux qui sont mal comportés et ça va résoudre les problèmes, à une vision dans laquelle on dit il y a des problèmes de fond, il faut les traiter. Nous allons essayer avec vous de 8h16, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Qui a envie de voir se renouveler l'année 2008 ? On découvre alors que le capital des banques est truffé de produits financiers toxiques, de créances qui ne valent littéralement plus rien. La méfiance s'installe sur le marché interbancaire, les banques refusent de se prêter entre elles. Le crédit, c'est le sang qui irrigue notre économie. Elle aurait très bien pu s'arrêter, cette économie, au cours d'un cataclysme, comme une espèce de crise cardiaque, si les banques centrales n'avaient pas déclenché pendant des mois leurs artilleries lourdes en tant que prêteurs de dernier ressort, fournissant des liquidités à foison, et si les États n'étaient pas accourus au secours de leurs banques, trop grosses pour faire faillite,
en les recapitalisant. Mais on n'est pas passé loin alors, lors de cette année, de la faillite en chaîne dans un secteur financier où tout le monde prête à tout le monde. Il existe en outre 28 établissements dits systémiques à travers le monde dont la chute entraînerait toutes les autres dans la faillite par un effet domino à peu près garanti. Mais toutes ces mesures, plus ou moins non conventionnelles, ont coûté fort cher et nous autres, contribuables, n'avons pas fini d'éponger les dégâts des folies bancaires. Alors pour s'assurer que de tels errements ne se reproduisent pas, que les banques ne prennent pas de risques excessifs, eh bien il faut leur fixer des règles de bonne conduite et pour contrôler que leur gestion soit saine, désigner un superviseur. Les règles, ce sont celles de Bâle III, comme on dit, qui imposent aux banques de conserver un niveau de fonds propres proportionnel au risque de crédit qu'elles engagent. En gros, la réforme se traduira pour les banques par un doublement de ces fonds propres exigés. Il faut aussi mettre en place, à l'échelle de l'Europe, des systèmes de garantie et de solidarité. Longtemps, la supervision, elle a été exercée par les États eux-mêmes. Mais les autorités nationales, les gouvernements des États membres, dépendent bien trop de leurs banques afin d'assurer leur propre financement pour se montrer excessivement regardants envers celles-ci. États endettés, banquiers se tiennent, comme on dit, par la barbichette. La crise n'a-t-elle pas été l'occasion d'une renationalisation rampante de leurs banques par les États, qui ont été parfois jusqu'à en garantir les dépôts? Aujourd'hui, la France, comme la Commission et le Parlement européen, voudraient que la BCE assume ce rôle de superviseur. L'Allemagne, elle, est réticente. Elle estime qu'il y a un risque de confusion entre politique monétaire et supervision des banques. Par ailleurs, elle n'a pas envie de voir la BCE s'intéresser de trop près au bilan de certaines de ces banques régionales qui prêtent aux lenders dont la situation financière n'est sans doute pas aussi brillante qu'il y paraît. Dans une note récente parue sur le site Project Syndicate, Jean Pisani-Ferry, vous avez déploré que, contrairement aux États-Unis, les Européens n'aient pas considéré comme prioritaire le rétablissement du secteur privé. Aux États-Unis, dites-vous, les banques ont été soumises à des tests de résistance, mises en demeure de démontrer leur capacité de tenir en cas de crise majeure. En Europe, ces stress tests, comme on dit, n'ont pas été vraiment probants. On a privilégié le rétablissement des comptes publics. Mais entendons à présent les objections des banquiers. Jusqu'où aller dans le contrôle sans freiner l'expansion du crédit? N'y a-t-il pas un risque que les contraintes réglementaires imposées aux banques fassent le jeu du shadow banking et accélèrent le processus de désintermédiation? Enfin, que vaudraient des règles universelles qui ne s'appliqueraient pas vraiment à tous? On vient d'apprendre que les Américains allaient s'abstraire tout simplement des règles de Bâle III. Et le fait que les Britanniques et les Suédois ne partagent pas la monnaie commune fait qu'ils sont évidemment très réticents à voir s'imposer des règles qui soient imposées par la Banque centrale européenne qui mélangerait ainsi ces deux activités qui sont celles d'émission et de contrôle de la monnaie unique européenne et de contrôle des banques qui ne font pas partie de la zone euro. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr, Jean Pisani-Ferry. Oui, peut-être sur le point de la comparaison avec les États-Unis. Moi, ce qui me frappe, c'est effectivement que les États-Unis, en mai 2009, ont terminé leur opération de clarification de la situation des banques. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème avec le système bancaire américain. Alors, il y a des problèmes avec les ménages qui sont surendettés. L'économie américaine est dans une convalescence difficile. Mais au moins, il n'y a plus de problème bancaire. En Europe, Bankia... La découverte du fait que Bankia était la fusion de plusieurs caisses d'épargne espagnoles avait un trou de 19 milliards, je ne sais plus si c'était 19 milliards, 23 milliards, c'est cette année. Donc, 3 ans après, on est encore à traîner notre problème bancaire en Europe. Et donc, on a sous-estimé la gravité de cette situation. On s'est précipité pour dire la priorité, c'est de réduire les déficits publics. Mais on l'a fait sur le fond d'une économie privée qui n'était pas en bon état. Alors que les États-Unis ont dit, on remet l'économie privée en bon état d'abord, et ensuite on traitera si on est capable de le faire. Ça renvoie à toute la discussion sur le fiscal cliff, comme on dit, le précipice fiscal, la falaise budgétaire. Donc les accords entre républicains et démocrates sur la manière de résoudre leur équation budgétaire. Mais en revanche, le fait de dire... on fait les choses en 2 temps et on soigne d'abord l'économie privée. Je pense qu'on a sous-estimé en Europe le mauvais état de notre économie privée.
Mais c'est peut-être parce qu'on n'avait pas tellement envie d'aller voir de trop près dans certaines banques régionales, notamment allemandes, parce qu'aujourd'hui les Allemands nous font la leçon sur la rigueur financière, mais eux-mêmes ont l'air de couvrir un certain nombre de situations bien délicates de la part de certaines caisses d'épargne régionales. Or, ces caisses d'épargne régionales, elles prêtent aux hommes politiques régionaux des lenders, donc encore une fois, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. On a l'impression qu'en Europe, ce système où les États renflouent les banques à l'aide de capitaux empruntés sur le marché financier, tandis que les banques elles-mêmes empruntent de l'argent pour se recapitaliser, c'est une espèce d'argent fictif qui ne cesse de tourner entre les États ou les autorités régionales, encore une fois, et puis les banques elles-mêmes. Est-ce que ce système n'est pas un petit peu pervers? Et est-ce qu'il ne serait pas temps d'y mettre un peu bon ordre? Jean Pisani-Ferry. On a eu un système de ce type dans plusieurs pays, mais c'est vrai qu'en Allemagne, après tout, c'est une banque régionale, une Landesbank, qui a été la première dont on a découvert l'ampleur des investissements sur les produits titrisés américains, les produits des subprimes. On a eu une autre... toutes ces banques régionales s'étaient lancées dans des folies parce que leur modèle de base était mis en cause. Et donc, comme souvent, comme les caisses d'épargne américaines dans les années 90, lorsque le modèle de base est mis en cause, on se lance dans des stratégies aventureuses. Et effectivement, avec une connexion avec les autorités locales, avec disons, ce système allemand qui est à base régionale, dans lequel il y a énormément on peut dire de connivence, ou on peut dire de proximité entre système politique local, système régional, banque régionale, caisse d'épargne. Et effectivement, les Allemands ne veulent pas que tout ça soit mis en cause par le passage sous une réglementation, une supervision européenne. Brice Couturier. Maintenant, la concurrence. Il y a une concurrence entre les systèmes bancaires et entre les banques tout court. On voit là que les Américains nous disent « Bâle 3, moi j'applique pas ». Et aujourd'hui, il y a un article très intéressant il y en a deux dans les Échos qui sont sur ce sujet-là, mais il y en a un d'Olivier Pastré notamment qui dit « Les Américains viennent de faire un bras d'honneur à l'Europe en décidant de ne pas mettre en œuvre les nouvelles règles prudentielles dites de Bâle 3 » et il conclut « En période de crise, la vertu réglementaire peut devenir très vite un handicap concurrentiel. » Autrement dit, est-ce que les capitaux ne risquent-ils pas d'affluer vers les États-Unis parce que là-bas, la rentabilité sera plus assurée, tandis qu'en Europe, notre vertu risque de nous coûter très cher? Jean Pisani-Ferry. On a eu ce choc en 2008. Il faut en tirer des leçons. Une des leçons, c'est de dire il faut que les banques aient plus de capital. Ça s'impose largement au niveau global. Et même si les petites banques américaines ne passeront pas sous le régime de Bâle 3 qui oblige aux banques à avoir plus de capital, donc si vous voulez avoir plus de capacité à absorber les pertes. Et à moins spéculer surtout. Enfin, elles peuvent spéculer, mais elles peuvent spéculer et elles ont du capital pour absorber des pertes. Le problème, c'est quand vous spéculez et que vous faites ça avec des dettes, et le jour où vous perdez, à ce moment-là, vous êtes hors d'état de rembourser vos dettes, et donc vous provoquez une crise par le fait que vous mettez en cause vos créanciers. Si vous mettez en cause les gens qui ont mis du capital, c'est leur affaire, après tout. C'est leur capital. Les dettes, c'est autre chose. Donc les grandes banques américaines, à mon avis, vont y passer. Les petites banques américaines ne vont pas y passer, mais le système américain, la grande différence, c'est que le système financier américain, c'est pas un système qui repose sur les banques. C'est un système qui repose sur le marché, sur le fait qu'énormément d'entreprises se financent en émettant des titres. Ce qu'on appelle la désintermédiation. Il est beaucoup plus désintermédié que le système européen qui était fondé sur les banques. Donc le problème de l'Europe, c'est qu'elle avait un système financier qui était fondé sur des grandes banques très endettées. Et ça, c'est mis en cause, effectivement, par les leçons qu'on tire de la crise. Est-ce qu'on a raison de tirer ces leçons de la crise? Je pense que oui, quand même. On a raison de dire qu'il y a une fragilité qui s'est manifestée. Cette fragilité, il faut la soigner. Alors, évidemment, dès qu'on affiche des ratios, toutes les banques disent « je veux satisfaire au ratio le plus vite possible, parce que c'est ma réputation qui est en cause », et du coup, elles coupent le crédit. Donc, effectivement, on a ce problème. Mais le coût de la crise financière de 2008, il est gigantesque. Ce n'est pas un coût budgétaire, c'est un coût économique. C'est une année au moins
de revenus qu'on a perdus dans cette affaire. Donc, ça vaut tout de même la peine d'essayer de se protéger contre des crises de ce type. Bon, maintenant, il y a deux affaires dans ce qu'on appelle l'union bancaire. Il y a d'une part une supervision, et là-dessus, presque tout le monde est d'accord, encore une fois, les Anglais et les Suédois ne le sont pas tant que ça. Mais il y a maintenant la solidarité. Alors, les Allemands, eux, veulent plus de supervision. En tous les cas, ils ne veulent pas que la supervision s'adresse à leur banque régionale. Les Français, eux, et puis une partie de la Commission, nettement, voudraient qu'il y ait plus de solidarité entre les banques. Or, Angela Merkel nous dit, le contribuable allemand a déjà été mis sacrément à contribution. Vu le risque de faillite qui existe encore, notamment de certaines banques espagnoles qui sont truffées d'impôts de crédits toxiques liés au boom immobilier qui a eu lieu dans ce pays, je n'ai pas envie de mettre le contribuable allemand et les banques allemandes au service de ces crédits risqués qui risquent de nous entraîner aussi. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un risque de blocage politique et comment en sortir? Alors on est en pleine négociation sur ce sujet. On est en pleine négociation sur ce sujet. Je crois qu'il faut distinguer dans un système, disons, dans lequel on oublierait le passé. On ferait table rase du passé. On pourrait dire, on mutualise les risques futurs. Parce qu'au fond, les crises bancaires, ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux pays riches, ça arrive aux pays pauvres. C'est arrivé en Suède, c'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en Allemagne. Donc il n'y a pas de raison de dire que le fait de mutualiser l'assurance, ça va bénéficier à certains en particulier. La question, c'est comment on passe de la situation d'aujourd'hui à cette situation de demain. Alors, les Allemands et les pays du Nord disent « Nous, on ne veut pas payer pour les erreurs du contrôleur espagnol dans le passé ». Je pense que c'est compréhensible. Je pense que ce n'est pas ça qu'il s'agit de faire. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de dire « Aujourd'hui, on estime que ces erreurs, elles ont coûté tant. Et ça, c'est l'État espagnol qui doit le supporter, s'il est capable de le supporter. S'il n'est pas capable de le supporter, on a renvoyé un autre problème, qui est comment aider l'État espagnol. Mais en revanche, il reste du risque. Il reste du risque, parce que tant que les banques ont des actifs, tant qu'elles ont des crédits, des créances immobilières, etc., il reste du risque. La question, c'est est-ce qu'on mutualise ce risque, avec ce risque au sens anglais du terme, c'est-à-dire un risque positif ou un risque négatif. Ça peut aller mieux, ça peut aller moins bien. Si ça va mieux, ce sera, si on fait recapitaliser ces banques par une instance européenne, si ça va mieux, on gagnera de l'argent, si ça va moins bien, on en perdra. Et ça, je pense qu'il faut le faire, parce que sinon, on laisse l'Espagne avec cette perception du fait que les choses pourraient aller plus mal, avec tout ce qui peut rétroagir sur l'État espagnol, et l'État espagnol, l'économie espagnole sont dans une situation déjà extrêmement difficile. Et puis tout de même, est-ce que le sommet de demain ne comporte pas une très grande contradiction au fond, si l'on se dirige vers une sorte d'union bancaire de la zone euro? Est-ce qu'on n'est pas en train de réellement découper une nouvelle Europe, l'Europe de la zone euro, par rapport à l'Union européenne? Après tout, l'Union européenne, même si les Anglais font grise mine, ils ne sont pas contre. Enfin, même ceux qui sont les plus hostiles à la notion d'Europe ne sont pas. Le marché unique européen, finalement, trouve à peu près grâce et vertu aux yeux d'à peu près tout le monde. Si on se replie sur la zone euro, ce que l'on peut comprendre vu les temps actuels, est-ce que malgré tout, on n'est pas en train finalement de reléguer une partie de l'Europe ailleurs, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque de deux Europes à nouveau? Il y a un risque de deux Europes. Qui posera un problème politique, de fait, et pas seulement économique. À partir du moment où on a fait l'union monétaire, la question, c'est qu'on a compris qu'elle était incomplète, qu'elle était fragile. Et donc, qu'il fallait en faire plus. On parle aujourd'hui des sujets d'union bancaire, on pourrait parler aussi des sujets budgétaires. Qu'il fallait en faire plus parce que la monnaie, ça tire d'autres choses. Et donc, les premiers à le dire sont les Anglais. Les Anglais ont dit, il y a depuis un an, ils disent, écoutez, il faut que vous fassiez une union bancaire. Parce que vous vous en sortirez pas autrement. Il faut que vous fassiez une union budgétaire, vous en sortirez pas autrement. Mais, nous, ne comptez pas sur nous pour y participer. Ce qui est logique d'une certaine manière. Moi, j'ai pas de reproche à faire à cette position. Et ils disent, nous avons décidé de ne pas participer à cette monnaie. D'ailleurs, le fait que vous soyez obligé d'aller plus loin dans l'intégration entre vous, c'est bien la preuve qu'on a eu raison de ne pas y participer parce qu'on est réticent à l'intégration. Bon, mais donc faites-le et laissez-nous en dehors. Alors ensuite, évidemment, toutes les questions de savoir comment on fait coexister une union monétaire plus intégrée avec une union européenne plus large, c'est compliqué. C'est pas impossible à résoudre, mais c'est compliqué. Et notamment, ça, pour les Anglais, la grosse question, c'est que tous les sujets de réglementation bancaire, vous parlez du marché unique, c'est-à-dire le fait qu'on ait un système de réglementation commun, tous les sujets de réglementation bancaire, ça les concerne, mais ils disent, si vous mettez à avoir un superviseur unique, à centraliser tout autour de la Banque centrale, vous allez vous mettre d'accord entre vous, et ensuite vous allez nous imposer vos vues,
sur tous les sujets de réglementation. Donc on demande des garanties du fait que vous n'aurez pas des majorités automatiques et que notre voix sera entendue. Brice Couturier, Caroline Eliaschef. Caroline Eliaschef. Oui, je ne suis pas spécialiste du sujet, donc ma question va peut-être vous allez parler dans le micro d'avance. Vous paraître naïve. Il me semble qu'il avait été question, au moment de la grande crise bancaire, de la fonction des banques. À quoi ça sert une banque? Et il avait été, me semble-t-il, également question de dissocier les différentes fonctions des banques. Là, j'ai l'impression qu'on n'en entend plus du tout parler. Ça, c'est une première chose. Ma deuxième question, c'est que au début de l'émission, vous avez dit ce qui va être difficile, ça sera pour l'organisme de contrôle de ces banques de prendre la décision éventuelle de fermer des banques. Mais à vous écouter, moi j'ai plutôt l'impression que s'il y a ce contrôle, ça serait justement pour essayer d'éviter de fermer des banques. Jean Pisani-Ferry. Je pense pas au deuxième point. Bon, évidemment, le contrôle, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Maintenant, des accidents, il y en a. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident? Et ce qu'aujourd'hui on tire assez généralement comme conclusion des crises bancaires, c'est qu'on ne peut pas systématiquement faire payer les contribuables. On l'a fait, je prenais l'exemple de l'Irlande, 40% du PIB. C'est un coût astronomique. On a mis l'État irlandais à genoux à cause des fautes de ces banques, des risques pris par ces banques dans le marché immobilier, le marché des subprimes. Donc, l'idée, c'est de dire... Vous voulez dire qu'on l'a mis plus à genoux que la Grèce? C'est-à-dire qu'ils partaient d'une situation qui était extraordinairement saine. L'Irlande avait 25% de dette publique. Voilà. Donc, ils n'avaient aucun problème budgétaire. Ils étaient un État modèle. Simplement, ils sont passés de 25% à 120%, donc 40% de coût direct de la crise bancaire, plus tout le coût indirect, évidemment, avec la récession, la chute des recettes, etc. Donc, ça montre qu'on peut passer très rapidement d'une situation extrêmement saine à une situation dangereuse. Donc, par rapport à ça, l'idée, c'est qu'il faut faire davantage payer les créanciers. Il faut davantage avoir des systèmes qui sont des systèmes qui font absorber, avant de faire appel aux contribuables, par les actionnaires, par les créanciers, le coût des crises bancaires. Et donc ça veut dire que dans ces cas-là, il faut prendre des décisions lourdes. C'est-à-dire il faut dire cette banque n'est plus viable. Alors, soit quelqu'un d'autre peut la racheter, soit on la ferme, on fait payer les actionnaires. Jusqu'où on fait payer les actionnaires, jusqu'où on fait payer les créanciers. Et puis, à la fin, en dernier ressort, on fait payer les contribuables. Et ça, ce sont des décisions très, très dures, parce que ça implique des emplois, ça implique des tas de choses. Ça implique de répartir des pertes. Donc, c'est ça qu'il y a derrière. Je ne voudrais pas oublier l'autre point. L'autre point, c'est la séparation du métier, disons, de crédit, des métiers qui sont des métiers plus de marché ou de spéculation. Il y a des projets qui sont aujourd'hui sur la table. Il y a eu un rapport récemment en Europe du gouverneur finlandais, Liikanen, qui a proposé quelque chose qui, à mon avis, est pas mal, qui consiste à dire une banque, si elle développe ses activités de marché au-delà d'un certain seuil, elle doit les sortir de manière à ce qu'on puisse, en cas précisément dans le cas où on doit fermer, où on doit faire des opérations lourdes de cette banque, qu'on puisse traiter séparément la partie crédit normal, banque, disons, qui fait du crédit aux entreprises et aux ménages, et puis la partie qui est beaucoup plus activité de marché. Brice Couturier. Je voudrais revenir sur cette question de l'aléa moral. Il y a une très bonne définition de l'aléa moral dans une note de la Fondation Schuman qui vient de sortir sous la signature de Dominique Perru. L'aléa moral fait qu'en vertu de l'engagement du G7, toute institution financière systémique, c'est-à-dire celle qui déclenche la faillite de toutes les autres, peut se considérer comme à l'abri d'une faillite, quels que soient ses errements, de par sa taille même. Et vous en parliez dans votre livre dont Marc donnait le titre, les deux titres tout à l'heure, Le réveil des démons, la crise de l'euro et comment en sortir, Jean Pisani-Ferry. Vous nous parliez de ça, page 98, où vous nous disiez l'aléa moral pose la question du bien fondé de l'assistance. Parce que pour qui croit à la rationalité des comportements, laisser attendre une aide en cas de coup dur ou la fournir lorsque celle-ci survient, c'est inviter à l'aventure. Or, on voit bien aujourd'hui que si on assure la solidarité entre les établissements financiers à travers l'Europe, ça veut dire que tout le monde sera à l'abri de la faillite et donc on pourra recommencer les folies des années 2000 à 2008 où effectivement on a vu les banques spéculer et ensuite les contribuables payer pour ces folies. Est-ce qu'il n'y a pas là encore un risque politique sérieux ? Jean Pisani-Ferry. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut pouvoir fermer des banques. Aux États-Unis, on ferme
toutes les semaines, on ferme des banques, des petites banques. Hein, mais on ferme des banques. On faillite, on organise. C'est-à-dire, c'est pas simplement la faillite, c'est-à-dire qu'on organise d'une manière ou d'une autre, que soit on fait reprendre la banque par une autre, soit on... Et les dépôts des épargnants on protège les dépôts. L'idée, c'est qu'il faut protéger les dépôts. Il faut protéger les dépôts, parce que d'abord, les déposants, les gens qui ont un compte en banque, ne sont pas responsables de la gestion de la banque. Bon. Donc il faut protéger les dépôts, et puis si on ne protège pas les dépôts, à ce moment-là, on crée des paniques. Hein, c'est-à-dire que dès qu'il y a une banque qui est dont on voit le nom dans le journal, on retire son argent, et ça, c'est la panique bancaire. Donc toute l'idée, c'est qu'on doit protéger les dépôts. Mais en revanche, on ne doit pas protéger les créanciers et les actionnaires. Si on fait ça, à ce moment-là, effectivement, on traite le problème de la loi morale, c'est-à-dire qu'on dit aux gens qui prennent des risques, si vous prenez des risques, vous allez payer, les actionnaires vont payer, les créanciers vont payer. En Europe, ce qu'on a dit en 2008, c'est non seulement qu'aucune banque systémique ne doit faire faillite, mais aucune banque ne doit faire faillite. On a dit ça. Hein. Et donc, on a dit à toutes les banques, on avait tellement peur de la réaction en chaîne qu'on a dit aucune banque ne doit faire faillite. Et donc là, on a créé de l'aléa morale de manière forte. Et puis, quand les Irlandais ont dit « nous, on veut faire payer les créanciers des banques », on leur a dit non. Les Irlandais voulaient faire payer les créanciers de leur banque au lieu de faire payer les contribuables. Et les Européens leur ont dit non, parce que si vous faites ça, vous allez contaminer les banques de notre côté, vous allez recréer des phénomènes de risque et de panique. Mais ça partait d'un principe moral quand même, tout de même, après tout, non? On pourrait se dire au départ. Ça partait d'un principe moral. Et donc en Irlande, les gens sont furieux. Le sujet politique en Irlande, c'est pas du tout la même chose qu'en Grèce. C'est pas du tout qu'on leur a imposé des mesures d'austérité, c'est qu'on les a obligés à rembourser les créanciers de leur banque. Et les créanciers de leur banque, c'était évidemment nos banques. Bien sûr, oui. Les fameuses petites banques américaines qui vous dites qu'il en ferme plusieurs dizaines par semaine ou par jour, c'est quoi? Par mois, j'en sais rien, mais justement, mais c'est pas parce que celles-là, elles sont quoi? Elles sont enough small to fail? Elles sont justement assez petites pour débarquer? Elles sont assez petites. C'est vrai que c'est plus compliqué de fermer une grande institution systémique, là. Mais les petites, comment? Comme Lehman Brothers. Lehman, c'était l'idée de Lehman Brothers au moment où ils l'ont fait, c'est de dire, on a un problème d'aléa morale, on laisse tomber. On fait un exemple. Voilà, on fait un exemple. Mais simplement, ils ne se sont pas rendus compte du fait que cet exemple, il allait avoir des réactions en chaîne massives. Qu'en est-il, parce que là, nous sommes dans des très hautes sphères grâce à vous, mais on arrive à peu près à tout comprendre. Merci Jean-Pierre Zaniferi d'être aussi pédagogue. Mais qu'en est-il tout de même alors après de l'économie réelle? On n'a pas l'impression d'y comprendre grand-chose, enfin moi en tout cas, puisqu'on a perdu les A divers et variés d'après plusieurs agences de notation. On lit ça et là que malgré tout les marchés sont toujours très intéressés par la France. Vous nous expliquez un peu ce qui se passe? On va verser des sous, son nom est trébuchant là très vite aussi. 34 milliards pour la Grèce vraisemblablement demain ou après-demain, et puis les 44 milliards restants par l'Eurogroupe et le FMI seront versés en janvier, février, mars prochain. Enfin, il y a de l'argent qui coule quand même là en ce moment. Oui, alors sur l'économie réelle, d'abord, la perception de crise aiguë qu'on avait jusqu'à l'été dernier s'est calmée à cause de l'union bancaire, à cause aussi des orientations de principe, des décisions de principe qu'a pris la Banque Centrale Européenne. Donc aujourd'hui, on a plutôt un sentiment que ça va mieux en Europe, que l'Europe va aller trouver un chemin à travers ces difficultés. Le président de la République française dit la crise est derrière nous, la chancelière allemande dit la crise est presque derrière nous. Non, je ne crois pas que la crise est derrière nous. Je pense que, d'abord, tout ça repose sur l'anticipation de décisions qui restent à prendre, donc on peut encore décevoir. Et puis, deuxièmement, il faut distinguer le temps des marchés et le temps des économies et le temps des sociétés. On est au plus grave de la crise en Espagne, en Grèce, dans toute l'Europe du Sud. On est dans des situations de récession profonde, de développement du chômage, de crise sociale, avec de crise politique derrière. Regardez ce qui se passe en Italie. Donc, je crois que ce temps-là, c'est un temps qui est beaucoup plus long, et l'Europe n'a pas trouvé vraiment la stratégie pour assurer son redressement. Elle prend des risques. Il est inévitable de dire, je ne suis pas de ceux qui disent on pouvait éviter l'austérité en Europe du Sud, il est inévitable d'avoir une certaine dose d'austérité. Le problème, c'est qu'il faut combiner ça avec des perspectives de redressement. Et ces perspectives de redressement ne sont pas assez présentes, et le rééquilibrage entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud n'est pas assez rapide. Vous me dites pourquoi les derniers rebondissements politiques en Italie sont à l'origine d'une hausse des taux d'emprunt en Espagne. Oui, mais ça, on a Je l'ai lu 3 fois l'article, je vous le laisse dans les Échos, mais je n'ai quand même pas saisi.
Vous savez, on a eu cet effet l'Espagne et l'Italie ont été traités de manière assez similaire. Ouais. Il n'y a pas d'effet direct, mécanique entre les deux, mais il y a cette perception du risque qui revient en Europe du Sud. Ce qui se passe en Italie, c'est la crise politique. Berlusconi a retiré son soutien à Monti. Berlusconi va faire campagne clairement sur une ligne anti-allemande, très, très nettement. Donc il y a ce sentiment que l'inquiétude revient en Europe. Et vous êtes inquiet, monsieur Pisani-Ferry, monsieur le professeur ? Non, évidemment, il faut rester inquiet. Je pense que même si, je l'ai dit, on avance sur ces sujets de réforme du système, et je pense que l'état d'esprit de ce point de vue-là est positif, je pense que ce à quoi sont soumis les sociétés d'Europe du Sud, les économies européennes, c'est extrêmement dur. Donc tant qu'on n'est pas de l'autre côté, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas sur une trajectoire ascendante de nouveau, je pense qu'il faut rester inquiet.